pertinent qu'on soit là en train de parler de technologie quantique parce qu'il vient d'avoir l'annonce des prix Nobel en physique. Et c'est justement pour les technologies quantiques. Donc c'est un aspect Jean Plaza et Anton Zalio. Voilà. C'est très pertinent aujourd'hui. C'est la bonne journée. Hein. Oui, bah, c'est vraiment... Ouais, okay. Donc moi je suis théoricien de côté informatique, donc dans ma chaîne. Et je veux donner un peu d'un overview de quelques problèmes qui sont associés au bruit dans les machines. Parce qu'on sait tous que le bruit, c'est un vrai problème. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais je vais donner un petit panorama des résultats récents et des avancées et aussi des défis d'un point de vue de théoricien. Et je pensais que ce serait pertinent de le faire par rapport à certaines avancées expérimentales aussi. Donc, je vais commencer juste par donner un petit overview de d'où entre le bruit et un peu d'une idée de où est-ce qu'il est, avant de justement traiter deux, peut-être trois, si j'ai le temps, sujets. Un peu plus de détails. Donc ça va toucher quelques sujets que Olivier a aussi mentionné ce matin, par exemple sur la correction d'erreurs. Donc je pense qu'on connaît tous que le bruit c'est un vrai problème. Tous les appareils quantiques, dispositifs, ils ont tous du bruit et c'est vraiment l'un des grands problèmes qu'il faut surmonter pour faire marcher des technologies quantiques à grande échelle. On a parlé beaucoup ce matin de calcul quantique. Et évidemment, c'est quelque chose très préoccupant, mais il y a aussi la communication quantique qu'il ne faut pas oublier, les capteurs, etc. Donc en fait, dans tous ces problèmes, tous ces domaines d'application, le bruit c'est un problème. Donc dans le calcul, par exemple, quand on a des ordinateurs très bruités, il faut faire avec, il faut déjà voir comment éliminer le bruit, mais aussi de se demander qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec des appareils bruités. Aussi dans la communication, il y aura toujours le bruit des loss dans les canaux de communication. Il faut arriver d'avoir des protocoles qui marchent si bien au-delà du bruit. Et même dans le calcul, c'est quelque chose qui est vraiment un peu partout. Donc j'ai mis un peu une figure de pile quantique de calcul. Et on a du bruit presque partout en fait. Donc au niveau physique, évidemment, on a déjà entendu parler de ça. Mais le côté théorique, donc évidemment, il y a par exemple les codes correcteurs, mais aussi dans les choix de langage de programmation, d'optimisation de circuits, de compilation, toutes ces applications, il faut traiter un peu le problème de bruit. Okay. Donc c'est vraiment un peu partout. Et ouais, bon, moi je veux un peu parler juste de quelques exemples de ça et des avancées. Mais d'abord, je voulais juste donner une idée d'où je viens pour parler de ça. Donc, comme c'était mentionné, je suis dans une nouvelle équipe d'INRIA qui à Lyon-Grenoble. Je vais être intriqué entre Lyon et Grenoble. Et c'est une des plusieurs nouvelles équipes d'INRIA qui était formée récemment. Donc maintenant, il y a à peu près 4 plus 5e en route d'équipes INRIA qui traitent des côtés différents de l'informatique quantique sur des sujets différents. Donc il y a des gens qui travaillent sur la programmation, sur des circuits quantiques, sur les codes correcteurs, et nous, QInfo, on est plutôt occupé du problème un peu de bruit et de traitement optimal d'informations quantiques. Donc au lieu de focaliser sur les applications ou des domaines très spécifiques comme les algos ou les modèles, en fait on s'intéresse plus un peu ce qui est sous-jacent, le bruit, les théories d'information, comment on peut utiliser ça pour donner des méthodes optimales pour améliorer les bruits ou utiliser au maximum tout ce qu'on a. Et avec ça, oui, je voulais, comme j'ai dit, parler de quelques applications. Donc, le premier, c'est les codes correcteurs. Donc, Olivier avait un peu donné un petit overview très rapide de ça. Et je vais creuser un peu plus dans les avancées. Mais d'abord, je veux juste un peu rappeler qu'est-ce que c'est. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, comment marchent en vrai les codes, mais juste un peu l'idée. Donc l'idée, bon, on sait qu'on a des qubits qui sont bruités. Comment on peut quand même faire des calculs avec un truc qui a beaucoup de bruit? Parce qu'en fait, l'idée principe, c'est juste d'utiliser plusieurs qubits physiques, parce qu'on n'a que qubits logiques. Donc en général, on veut encoder 4 qubits logiques dans n qubits, donc n plus grand que k qubits physiques. Donc on distribue l'information sur plusieurs qubits. Donc par exemple, on pourrait avoir une code qui a un carré comme ça, peut-être ça encode en fait un qubit. Et on disperse l'information et normalement c'est moins sensible au bruit parce que l'information est dispersée.
Et après, il faut avoir des moyens de faire des mesures pour voir, OK, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on avait des erreurs, donc détecter des erreurs et puis les corriger. Donc ça, c'est un peu les cœurs des codes correcteurs. Et les codes correcteurs, c'est juste une étape vers un ordinateur un ordinateur quantique qui va vraiment marcher à grande échelle. Et pour ça, il faut aller plus vers la tolérance aux fautes, ce qui est vraiment l'étape où on a des codes qui vraiment arrivent à supprimer des erreurs et fait durer le TQ aussi longtemps qu'il faut. Et donc, pour y arriver, c'est pas juste une question d'avoir un code, mais il faut, par exemple, concaténer le code plusieurs fois pour réduire autant le bit qu'on veut. Il faut voir comment faire des opérations, parce que c'est pas suffisant juste d'avoir un qubit qui est stable. Il faut pouvoir faire des opérations entre les qubits qui sont encodés. Il ne faut pas que ces opérations fassent propager les erreurs partout. Ça, c'est un peu le cœur de tolérance aux fautes. Et il y a des termes assez pour nous et très important que si le taux d'erreur est si bas, donc ça dépend de code, etc., on peut faire des calculs quantiques qui va garder l'erreur supprimée. Mais il faut que le taux d'erreur de départ soit assez bas pour ça. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel si on veut aller plus loin avec des calculs quantiques. Donc, j'ai dit que je voulais un peu commencer avec les expériences et parler des avancées par rapport aux expériences. Donc, il y a eu récemment, ces dernières années, des premières implémentations des surface code. Au lieu de juste essayer de faire des calculs avec des ordinateurs comme Google ou d'autres, ils essaient maintenant un peu de voir est-ce qu'on peut faire au moins un prototype de correction d'erreur. Il y avait deux clés expériences, ils ont implémenté un surface code, donc ça ne marche pas parfaitement, ça ne dure pas toujours, mais au moins ils voient une suppression de bruit. Et tout ça, on voit que c'est basé sur justement ces surface code, ou plus généralement des codes topologiques. Et ça, c'est vu comme les candidats principaux maintenant pour les codes corrections d'erreurs dans les ordinateurs qu'on essaie de construire. Donc on veut dire pourquoi. Bon, ils ont une tolérance assez bonne aux erreurs, donc c'est bon pour la tolérance aux fautes. Donc on peut demander d'un point de vue théorique, donc moi comme étant chapeau théoricien, je dis est-ce que c'est vraiment un bon code? Donc on le fait parce que bon, c'est facile entre guillemets, c'est totalement propriétaire, est-ce que c'est vraiment bon? Et, pour répondre à ça, il faut dire qu'est-ce que c'est un bon code? Donc, en fait, dans l'étude classique de code, il y a déjà des propriétés qu'on connaît assez bien qu'on veut d'un bon code. Et déjà, pour voir qu'est-ce que c'est un bon code, il faut voir quels sont les paramètres importants pour un code. Donc, je vais déjà parler de NEK, donc le nombre de qubits logiques qu'on peut implémenter dans un n qubit physique. Donc, ça donne ce qu'on appelle le taux de code. Donc, c'est un peu combien de qubits on peut corriger quand on augmente le nombre de qubits physiques. Mais il y a aussi un autre paramètre très important, c'est la distance. Et ça quantifie la capacité à corriger les erreurs de code. Et classiquement, ce qu'on voit qu'on appelle un bon code, en fait, c'est un taux qui est constant. Donc, on a un double nombre de qubits physiques, on devrait pouvoir doubler le nombre de qubits logiques. Et aussi, on veut une distance linéaire. En fait, ça correspond au fait que la capacité de corriger les erreurs reste constante quand on augmente le nombre de bits physiques. Et donc ça c'est un peu formel, mais il y a d'autres propriétés. On veut pouvoir détecter et corriger les erreurs assez rapidement. Donc ça c'est important parce que si ça prend trop de temps à corriger les erreurs, en fait il y aura plus d'erreurs qui arrivent pendant le processus. Et ça implique des overheads pour la faute tolérance. Et on veut que les overheads soient assez bas. Et donc la question c'est, est-ce que le surface code est bon? En fait, pas vraiment, d'un point de vue direct. Donc en fait, le surface code, ça encode un qubit logique dans un qubit physique, avec une distance qui est racine de n. Donc c'est pas bon. Et si on veut faire avec plusieurs qubits, en fait, on peut le faire, mais ça demande une grande overhead de mémoire pour encoder plusieurs qubits logiques. Donc d'un point de vue théorique, c'est pas vraiment un bon code. On peut demander, bon, est-ce qu'il y a des meilleures choses qu'on peut faire? La réponse est un peu oui, mais c'est pas très clair. Donc, pendant longtemps, les gens cherchaient notamment les codes, ce qu'on appelle LDPC, c'est Low Density Parity. Et donc ça, ce sont des codes qui sont très importants et efficaces dans le monde classique, dans la correction d'erreurs traditionnelle.
Ils ont des bonnes propriétés, et donc c'est facile à regarder s'il y a eu des erreurs. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a des bons codes LDPC quanti? Donc, le surface code, c'est un exemple d'un tel code, mais ce n'est pas un bon exemple. Est-ce qu'il y en a des bons? Bon, en fait, c'est pas facile. Il y a une quinzaine d'années, il y avait le premier code qui avait un taux constant. Déjà, c'est mieux, mais la distance est un peu le même asymptotiquement que le code surface. Et alors, depuis 2009, les gens cherchaient pour des codes avec des meilleures distances. C'était vraiment un grand problème pour avoir des bons codes. Et cette dernière année, il y avait beaucoup d'avancées en fait dans l'étude des codes correcteurs. Donc, notamment, en fait, il y avait finalement des résultats qui montraient que oui, il y a des bons codes, directement, au moins asymptotiquement. Donc, il y avait, en novembre, il y avait un premier résultat d'un code qui a toutes les propriétés d'un bon code, et puis c'était amélioré dans quelques résultats, et puis ils ont toutes les propriétés, c'est efficace à les décoder, et on peut le faire d'une manière tolérante aux fautes, avec un overhead qui est constant. Donc, en fait, dans ce papier, ça semble très bon. Mais on peut demander est-ce que c'est vraiment pratique. Donc là, c'est une analyse un peu de terrestien, donc tout est asymptotique, donc ça a des propriétés asymptotiques bonnes, mais est-ce que c'est vraiment bon si on essaie de l'implémenter? Bah, pour l'instant, non. Donc, comme on dit, le devil is in the detail, mais ici, le devil is in the constants. Donc, on a des choses qui sont linéaires, mais linéaires avec des coefficients vraiment monstrueux. Donc, c'est pas bien pour l'instant, mais ça donne quelque chose à travailler avec et vraiment réduire. Donc là, il y a un bon défi de vraiment essayer de transformer ces codes qui sont théoriquement bons vers les codes qui sont aussi pratiquement bons. Et aussi de voir comment on peut les implémenter expérimentalement. Là, c'est un peu de l'autre côté de point de vue de la code surface, on a essayé de taquer d'un point de vue vraiment théorique. Et ça motive aussi une autre piste de recherche qu'on a qui est d'essayer de rapprocher un peu l'expérience avec le développement des codes. Donc en fait, l'analyse de code, en fait, ça se pose des modèles d'erreur qui sont assez simplifiés, qui ne sont peut-être pas aux vrais modèles qu'on a. On ne fait pas des analyses de façon avec des vrais paramètres, donc il y a un vrai travail à faire pour faire ça avec des paramètres réalistes, de regarder est-ce qu'on pourrait voir ces propriétés de tolérance aux fautes, même avec des modèles de GUI arbitraires, plus réalistes, etc. Ça, c'est l'un des côtés. Un autre, bon, là je change de sujet un petit peu, mais je reste dans le KQ. Mais un autre problème qui est forcément très pertinent, même plus maintenant que la correction d'erreur, c'est un peu l'air de NISQ. Donc j'aime bien toujours montrer ce plot, donc ça vient de Google, c'est pas tout à fait à jour, mais le principe ça reste valide. Bon, si on n'a pas trop de qubits, on peut toujours simuler classiquement. Si on a trop de bruit, on peut simuler classiquement là. Et si on veut vraiment faire des choses de large scale quantum, ou je ne sais pas ce qu'on peut l'appeler, mais il faut des millions de qubits avec un taux d'erreur assez bas. Donc maintenant, on n'applique pas ici, on espère avoir une trajectoire qui va là, mais comme Olivier a dit, en fait, il faut assurer qu'on ne finit pas quelque part par là. Donc, ça, c'est un défi un peu expérimental. Mais de point de vue théorique, il y a aussi de travail à faire. Donc les expérimentalistes travaillent dans le labo et essaient d'augmenter le nombre de qubits et faire ça à grande échelle, c'est super. Mais nous, comme théoriciens, il faut aussi essayer d'améliorer les choses. Donc déjà, si on peut réduire le taux le seuil de correction d'erreur, ça facilite des choses. Ça, c'est plus lié à la correction d'erreur. Mais aussi, tous ces régimes-là, où on est maintenant, on commence à entrer, on va y rester un moment, quoi. On ne va pas arriver ici dans 3-4 ans. Donc il faut trouver des moyens à faire des choses ici. Et ça, c'est vraiment le régime de NISQ. Donc comment utiliser ces ordinateurs qu'on a maintenant, comment les certifier des propriétés, etc. On a vu beaucoup de travail, des papiers maintenant sur des algorithmes d'approximation. Donc c'est une application assez, entre guillemets, facile des ordinateurs quantiques qu'on a maintenant. Par exemple, on a vu, moi j'étais au hackathon ce week-end, il y avait beaucoup des groupes qui ont utilisé ce genre d'approche pour essayer de résoudre des problèmes. Donc c'est très bien, on sait un peu transformer des problèmes d'optimisation dans ces, par exemple, ce Quantum Approximate Optimization Algorithm.
Donc ça, c'est quelque chose qui est variational, c'est hybrid. Donc on fait quelque chose quantique, on prend un résultat, on le remet dans un optimisé classique, on change des paramètres, on essaie d'optimiser classiquement et quantiquement un peu l'un après l'autre. Donc, les algos comme ça, c'est les candidats assez bons. Donc, c'est un peu les meilleurs candidats pour ce qu'on a fait des choses intéressantes avec des calculs GUIT de Nice. On peut les faire maintenant. Donc, on sait que voilà, il y a les simulateurs, mais il y a aussi des réseaux network quantiques, on peut faire tourner ce genre de problème. Mais en fait, je pense que c'est important à souligner que le statut théorique de ça, c'est toujours assez inconnu. On a très peu de résultats qui montrent qu'il y a vraiment des avantages quantiques de ça. On espère qu'il y en a. On sait, c'est pas qu'on sait qu'il n'y en a pas, mais c'est très ouvert en fait. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus pour résoudre ça, mais aussi de trouver d'autres algorithmes NISQ qui peuvent avoir d'autres avantages ou donner des autres pistes à explorer. Parce que c'est pas très bien de mettre tous ces 2-3 algos que peut-être on va trouver et ça marche pas trop bien. Et ce que je vais présenter, c'est la question que je vais demander. Donc ça, c'est un travail aussi de notre groupe, surtout de Daniel Stix français qui est à Lyon. C'est de demander, ok, là on a des problèmes d'optimisation, mais même dans le cas idéal, on ne sait pas trop comment analyser ça théoriquement. Mais qu'est-ce qu'on fait ici de oui? Est-ce que le oui va vraiment détruire tout avantage possible? Ou est-ce que s'il y a un certain montant de oui, est-ce qu'on est sûr qu'on peut le simuler? On peut le regarder de l'autre côté, de mettre des limites ce qu'on peut faire. Et donc il y a une réponse qui est partielle, donc ça n'exclut pas davantage, mais finalement le oui, en fait, c'est une limitation assez grande. Okay? Donc un peu l'intuition, c'est que tout ce qu'on a dans ces algorithmes, c'est probabiliste. On a une distribution à la fin et on essaie d'estimer des valeurs d'expectation, par exemple. Et s'il y a trop de bruit, en fait, ça va un peu effacer la distribution finale et ça va l'envoyer vers une distribution qu'on sait simuler classiquement. Donc, on peut, en fait, ce qu'on peut faire, ce qui est fait dans ce papier, c'est de donner des critères qui permettent de calculer à partir de paramètres de problèmes et de bruit et nombre de qubits, un peu le seuil de bruit pour pouvoir simuler classiquement efficacement. Et on voit que c'est pas super bien. Donc ici, c'est un problème, je pense que c'est les problèmes de Max4, c'est des problèmes d'optimisation. Et un peu la ligne là, c'est pour 1000, c'est un problème de taille 1000. Donc ça, c'est un peu les limites de ce qu'on sait faire classiquement. Donc si on veut vraiment avoir des avantages, faire quelque chose qu'on ne sait pas faire quantiquement, il faut faire mieux que ça. Et ce qu'on a ici, c'est un peu les limites de donner un taux de oui. À quel point est-ce qu'on peut le simuler classiquement? Avec les taux de bruit réalistes, qui sont un peu de 10 puissance moins 2, voire moins 3, en fait, dès qu'on a des problèmes de size 10 à 20, on sait le simuler classiquement. Donc en fait, si on veut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire classiquement, il faut un taux d'erreur qui a quelques ordres de magnitude plus petits. En fait, on est assez loin avec des ordinateurs qu'on a maintenant. Et donc, ça c'est surtout un problème si la topologie de problème, ça entre pas facilement dans l'architecture physique. Parce que souvent, on a des architectures des ordinateurs quantiques qui sont un peu des grilles de ça. Et en fait, les problèmes ne sont pas forcément de ce forme-là. Il faut essayer de trouver une moyenne à les mettre dans cette architecture. Normalement, il faut introduire plus de qubits. Et ça va normalement entraîner qu'un profondeur de circuit qui est moins linéaire. Et dès qu'on a ce profondeur linéaire, on tombe vite sur ce mur-là des taux d'erreur. Okay? Donc ça, tous les graphes-là, c'est pas générique, hein, ça dépend de problèmes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en étudiant plusieurs problèmes et plusieurs benchmarks, ils trouvaient toujours un peu la même chose. Donc c'est un peu une histoire que, ok, on a vraiment besoin de comprendre un peu mieux ce qu'on peut faire théoriquement avec ces ordinateurs GUIT. Parce que maintenant, on essaie de faire des choses et il y a des limites qui viennent justement de nous. Je pense que c'est un peu mon temps, c'est ça ou... C'est ça. Ouais, ok, je vais arrêter, c'est ça, j'ai bien choisi, mais je pense que c'est mieux que j'arrête. Merci Alastair. Merci Nicolas Provost.